Bonsoir à tous. Nouveau numéro de votre émission Grand Carrefour, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir. Eh bien, essentiellement cet après-midi, nous irons à l'école de la décentralisation. La pédagogie sur la décentralisation. La notion est aujourd'hui, quoi qu'on dise, est sur toutes les lèvres, mais dans certains entendements, c'est comme l'élite s'adressant à l'élite. Qu'est-ce que ça veut dire, la décentralisation? À qui cela profite? Quel est alors l'intérêt politique ou alors l'enjeu politique qui entoure ce concept de la décentralisation? Voilà ce dont il sera donc question dans cette émission cet après-midi. Et vous aurez aussi la possibilité d'intervenir, comme vous savez bien le faire, à travers les contacts qui s'afficheront bien évidemment en bas de vos écrans pour vos éventuelles questions. Nous sommes à ce plateau avec les experts en la matière. À ma gauche, nous avons monsieur Cyril Ekwe Komlan, juriste. Monsieur Komlan, bonsoir et merci d'être à ce plateau avec nous. Merci Monsieur Seronou, merci pour l'invitation. Nous avons également Monsieur Edo Agbové, expert en décentralisation. Monsieur Agbové, bonsoir et merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci également, c'est à moi de vous remercier. Monsieur Cyril, je le disais tantôt, la notion de la décentralisation, c'est vrai, aujourd'hui, très partagée par beaucoup, mais ne semble pas être véritablement compris par beaucoup. Qu'est-ce qu'on entend d'entrée de jeu par la décentralisation? Peut-être une manière toute simple de définir la décentralisation, ce serait de dire que c'est un moyen de mettre en pratique le concept de la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, dans des entités dans lesquelles l'État central, le pouvoir central a transféré son pouvoir et qu'il a donné une certaine autonomie à une certaine entité territoriale pour qu'elle puisse gérer selon la vision de développement qu'elle peut élaborer entre elles. Voilà comme la manière dont je définirais la décentralisation. Tout simple, oui. Et une définition venant d'un juriste, bien évidemment. Oui. Monsieur Agbové, espère, ça fait longtemps que vous criez cette notion de décentralisation. Aujourd'hui, si vous êtes demandé de donner un sens simple et clair de ce concept, que répondrez-vous? Bon, merci. Comme vous le savez, les actions de développement sont conduites par le gouvernement. Donc, ces actions sont mises en œuvre sur le terrain par les différents ministères du gouvernement. Mais nous avons constaté, il est constaté que ces actions présentent souvent des limites ou bien la population n'est pas totalement satisfaite. Donc, conformément à la Constitution, on a décidé d'aller vers la décentralisation. Ça veut dire quoi concrètement? L'État a décidé de transférer certaines de ses compétences aux entités territoriales beaucoup plus autonomes. C'est-à-dire, il y en a deux, il y a la décentralisation territoriale, la décentralisation technique ou bien fonctionnelle également. Mais nous allons beaucoup plus parler de la décentralisation territoriale. Donc, il y a des entités territoriales que sont les régions, les préfectures, les communes, qui sont des collectivités territoriales, selon la loi. Et donc, nous allons plus parler aussi des communes, parce qu'au niveau préfecture, région, on va en revenir. Okay. Donc, l'État décide de transférer certaines de ces actions qu'il menait pour le compte de la population à ces entités-là. Ça veut dire que désormais, les citoyens auront à choisir leurs répondants locaux qui seront chargés maintenant de conduire les actions que l'État menait autrefois. C'est cela. Vous avez compris? Ça veut dire que les différents ministères qui conduisaient certaines actions de développement ne vont plus travailler selon les instructions de leur état-major, mais ces structures de l'État travailleront plutôt avec les autorités locales qui seront choisies par les populations. Et donc, c'est ensemble que ces actions seront menées au niveau local. Donc, l'État ne prendra plus le devant de tout faire pour la population, mais les populations même vont s'organiser à travers les élections locales. Les populations vont choisir des élus locaux, des conseils municipaux, qui vont former le conseil municipal au niveau de chaque commune. Et donc, c'est comme un gouvernement local qui se chargera de définir les orientations de développement sur ce territoire-là, ce que nous appelons commune. Donc, ces conseillers municipaux bénéficieront désormais plutôt de l'appui technique des structures déconcentrées de l'État pour mener à bien leur action. Voilà comment les choses vont se faire. Justement. Alors, M. Cyril, dites-nous, quel est le processus qui amène à la décentralisation? Bon, décentralisation territoriale, comme vous le dites. Il faut d'abord la loi. Il faut d'abord un cadre juridique qui autorise la décentralisation. Et disons que dans notre constitution de 1992, d'octobre 92, la décentralisation est déjà prévue et consacrée dans l'article 141 de cette constitution, qui dit que l'État togolais est organisé sur le principe de la décentralisation et tel que M. Agbové l'a dit, qui reconnaît la région, la préfecture et la commune comme étant les entités décentralisées.
ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la décentralisation se fait exclusivement et principalement dans la logique de l'unité nationale. Il ne s'agit pas de dire que ces entités territoriales peuvent un jour avoir une certaine autonomie du fait de leur aisance économique, de leur développement, etc. Ce n'est pas envisageable. La décentralisation, c'est comment faire pour que les besoins des citoyens soient rencontrés par les politiques publiques, mais toujours dans la logique d'un État unitaire. Donc, première chose, c'est que la Constitution l'a prévu. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que même avant la Constitution de 92, il existait des textes qui ont prévu la décentralisation et que les premières élections locales ont eu lieu en 1960 au Togo. Et une personne très connue, de notoriété très publique qui est décédée, c'est Madame la maire de Lomé, Madame, prêtez-moi le nom, comment elle s'appelle déjà? Celle qui fut la première maire. La première maire de Lomé, ça va me revenir. Ça va revenir. Non, parce qu'elle est très connue et j'utilise beaucoup son nom pour dire que si vous connaissez ce nom, eh bien c'est que vous avez en conscience que la décentralisation est une réalité ancienne dans la loi administrative du Togo. Ensuite, vous avez une loi très importante qui date de 1998 qui a fixé les rapports entre les entités déconcentrées. Les services déconcentrés, c'est quoi? C'est lorsque l'État, le pouvoir central, se fait représenter, délègue son pouvoir au niveau régional, au niveau préfectoral. Par exemple, vous avez le secteur de l'économie, de l'éducation. Vous aurez un directeur régional de l'éducation qui reçoit directement ses ordres du ministre de l'Éducation. Et puis, vous avez au niveau de chaque région, de chaque préfecture, des directeurs préfectoraux qui reçoivent leurs instructions du directeur régional. Ça, c'est le système de la déconcentration. D'accord? Maintenant, je faisais allusion à ça pour dire que la loi de 1998 a permis de fixer les rapports qui doivent exister entre les entités décentralisées et les entités déconcentrées. Après, vous avez une loi très importante, la loi qui a fixé la décentralisation et les libertés locales, qui date de 2007. Cette loi est très importante parce que là, on a vraiment les grands principes de la décentralisation qui sont fixés dans cette loi. On y reviendra plus tard. Et puis, cette loi de 2007 a été revue, révisée, après un programme de modernisation de la décentralisation, de mise en œuvre de la décentralisation, un programme national qui est piloté par le gouvernement. Et en 2017, il y a eu une refonte, une révision de la loi qui a permis, après la création des communes, qui a permis d'améliorer la loi de 2007. Parce qu'il y a eu le cas spécifique de Lomé, du Grand Lomé, il y a eu la question du financement, il y a la question de l'intercommunalité, c'est-à-dire le partenariat qui peut exister entre les communes et les autres collectivités décentralisées. Il y a eu tout cela et la loi de 2017 a permis de revoir ça. Et puis tout dernièrement, il y a une loi de 2018 qui a été prise. Donc ça, c'est le cadre légal qui autorise et qui régente, qui encadre la décentralisation. Alors, ça vient d'une manière ou d'une autre, l'aspect juridique ou alors le cadre juridique est bien là pour qu'on puisse aller à une décentralisation. Absolument. Alors, en clair, qui sont les réels acteurs? Oui, M. Bové? Oui, la question, je voudrais compléter un peu ce que Cyril a dit. Il faut d'abord le cadre juridique, dans les textes qui organisent la décentralisation. Et après, il faut des élections locales pour choisir les représentants qui vont gérer les collectivités, qui sont les institutions de la loi. Et maintenant, il faut l'aspect gouvernance locale. Donc, il faut d'abord les tests. Et après les tests, il faut choisir des gens qui vont gérer ces collectivités. Et après leur choix, maintenant, il faudra qu'ils déclinent même la mission qui est confiée aux collectivités en action pour pouvoir répondre aux besoins des populations locales. Donc, voilà ce que je voudrais ajouter. Justement, c'est ce qui m'amène à poser la question de savoir qui sont véritablement les principaux acteurs de cette question de décentralisation. Il y a d'abord le pouvoir central. D'accord? Parce que celui qui met en œuvre la politique de décentralisation, c'est le pouvoir central, c'est l'État. Et tel que vient de le dire M. Agbové, il y a les élus locaux. Les élus locaux sont les personnages qui vont manager le développement au niveau local.
Et puis, il y a les services déconcentrés, qui sont les partenaires naturels des élus locaux, parce que c'est eux qui vont offrir l'expertise. Et il y a les administrés, qui vont également participer à intégrer leurs attentes dans les plans de développement locaux. Les administrés, la population. La population, effectivement. Ils vont dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent et comment ils veulent que ce soit fait. Et les conseils municipaux, préfectoraux, régionaux vont arbitrer pour voir ce qu'on peut faire à la mesure des ressources disponibles et comment on peut viabiliser, moderniser les collectivités territoriales. Il y a aussi les partenaires de ces collectivités qui sont, on a parlé de l'intercommunalité, les partenaires c'est déjà des communes, des collectivités qui existent déjà, ou alors ça peut être des partenaires financiers, ou alors des partenaires qui sont hors du pays, par le jeu des investissements ou par le jeu des jumelages. C'est cela. Alors, M. Bouvet, vous le disiez tantôt, les élus locaux jouent un rôle important dans cette ossature ou alors sur cette question de décentralisation. Comment arrive-t-on à avoir ces élus locaux? Une question aussi banale, mais fondamentale. D'accord. Bon, comme le mot le dit, élu, ça veut dire qu'il faut passer par des élections. Donc, la gestion des collectivités territoriales sera exercée essentiellement par les élus locaux. Donc, on va organiser des élections locales. Comme l'a dit Cyril, les dernières élections locales datent de 1987, donc plus de 30 ans, qu'on a organisé les élections locales. Donc, les jeunes qui ont 18 ans aujourd'hui, 20 ans, qui vont voter, n'ont jamais assisté à ces élections. Alors, il faut vous dire que ces élections sont spéciales, ont un caractère spécial, contrairement aux élections présidentielles, aux élections législatives. Les populations vont choisir leurs concitoyens. En fait, au niveau des représentants, les candidats seront des gens issus de leur territoire. Donc, ils seront candidats et les populations vont voter pour ces candidats-là. Donc, ces élections sont en cours de préparation. Donc, au Togo, contrairement à d'autres pays, ce sont les partis politiques également qui vont envoyer des candidats à ces élections, mais la société civile également aussi peut envoyer des candidats. C'est le fait que ce sont les partis politiques qui se préparent à envoyer des candidats que les gens ne voient pas la différence. Si on était dans d'autres contextes, on prenait le cas d'autres pays, vous allez voir que ce sont les citoyens, la population même les gens vont s'organiser pour choisir leurs représentants qui iront à ces élections. Des gens qui sont connus dans leur localité, de par leur engagement, de par leur participation aux actions de développement au niveau local, ils vont se prononcer et la population va voter pour ces gens-là. Donc, si je prends le cas du Togo, des candidats seront issus, les élus locaux seront issus des différents partis politiques ou bien des organisations de la société civile. Donc, après, ils vont former un gouvernement local, ce que nous appelons le conseil local. Donc, ils vont fonctionner à l'image du gouvernement que nous avons actuellement. Donc, c'est eux qui vont siéger, ils vont se retrouver pour poser le diagnostic au niveau local, pour voir qu'est-ce qu'on a à faire au niveau local selon les domaines de compétences que l'État leur a confiés. Et donc, à travers ça, ils vont élaborer maintenant un plan de développement local. Et donc, à ce niveau-là, les populations seront écoutées, les gens vont se prononcer sur ce qu'on doit faire pour elles. Et donc, ces élus locaux vont élaborer ce plan de développement local. Et maintenant, comme l'a dit, les partenaires vont les accompagner. Et l'État aussi viendra en appui. Ça veut dire que les populations ne doivent plus attendre que les ministres ou bien le gouvernement viennent réaliser des projets au niveau local, mais les populations vont se tourner plutôt vers les élus, ceux qui sont choisis au niveau local. C'est pour cette raison que aucun citoyen ne doit se mettre à l'écart. Aucun citoyen ne doit se mettre à l'écart. Parce qu'on peut boycotter les élections législatives et présidentielles, mais on ne doit jamais boycotter les élections locales. Parce que c'est à travers ces élections que ces populations vont confier leur destinée à certains concitoyens qui seront chargés de conduire les actions de développement local. Donc, si nous ne participons pas au bon choix de nos représentants locaux, à un moment donné, ceux qui vont aller à ces élections vont choisir, ceux qui vont participer aux élections vont choisir les candidats de leur choix. Et maintenant, ce sont ces gens-là qui vont définir la politique de développement au niveau local. Donc, les citoyens doivent comprendre qu'ils doivent être au centre de ce processus, en amont et en aval. Ça veut dire participer à ces élections, également s'impliquer dans les actions de développement de ces élus. Voilà ce qui va se passer. Donc, à travers les élections locales, on aura des conseillers municipaux qui vont maintenant conduire les actions de gouvernance locale. Alors, M. Cyril, comment arrive-t-on à départager la notion politique
hein, de la restructuration, je suis arrivé, locale dont M. Agbové parlait tantôt. Parce que quoi qu'on dise, c'est cela qui détermine tout. Hein. Oui, je pense que ce qu'il a abordé, la nuance qu'il intègre dans le débat est très fondamentale. Il dit, s'il ne s'était pas agi de candidats venant dans une large mesure de partis politiques, les citoyens seraient encore plus intéressés et ils verraient la grande différence qu'il y a. Pourquoi? Parce que ça peut être un Zémidien dans le quartier hyper dynamique, hyper actif, qui s'active pour qu'il y ait plus de propreté, qui s'active pour que les enfants traversent avec beaucoup plus de sécurité, qui s'active pour voir si les gens ont du travail. C'est juste un Zémidien, il fait son travail dans une station, mais il peut très bien se faire élire au conseil municipal. Pourquoi? Parce qu'il est dans la cité, il vit dans la cité. Maintenant que ce pas parce qu'il fait partie d'un parti politique. Non, si ce n'était pas le cas, il aurait pu. Même maintenant, il peut. Mais il doit y aller sous la bannière d'une formation politique ou alors d'un regroupement de candidats, de candidatures indépendantes. Vous voyez? Donc, il peut, mais ce serait sous la bannière d'un parti politique. En quoi ça gêne? Disons qu'a priori, ça ne gêne pas. Si le parti politique ou le regroupement de candidats indépendants a vraiment une attache solide avec cette base. S'il y a des antécédents, s'il y a des réalisations, s'il y a une préoccupation antérieure qui a été démontrée, oui, ça ne gêne pas. Le problème avec les formations politiques, c'est qu'elles sont distantes des communautés, de leur base, et qu'elles n'arrivent que pour faire élire des gens qui sont déconnectés des bases pour aller les représenter. Or, ici, nous sommes dans un management de territoire de proximité. C'est-à-dire que, je donne l'exemple des enfants qui auraient échoué dans plusieurs maisons au CEPD. À qui vous allez vous adresser? Au ministre de l'Éducation nationale? Non. Parce que le ministre de l'Éducation nationale gère un programme macro, un programme État national. Mais ici, s'il y a trop d'enfants dans le quartier qui ont échoué au CEPD, eh bien vous avez un interlocuteur direct. Vous pouvez aller voir la commune pour dire, mais il faut qu'on mette en place un système, une réponse pour aider nos enfants l'année prochaine à réussir. Donc c'est un projet qui peut être intégré au plan de développement local. Vous voyez? Mais si c'est des gens qui sont déconnectés de la base, en quoi ça peut leur faire chaud ou froid que vos enfants aient échoué ou réussi? Vous voyez, ils sont déconnectés. Supposons qu'il n'y ait pas d'eau dans le quartier ou que l'eau dans le quartier est insalubre. Vous avez un interlocuteur direct ou que des gens ont demandé au service déconcentré des adductions d'eau mais n'ont pas été servis. Vous avez un interlocuteur qui peut prendre votre défense auprès des services déconcentrés, les interpeller, dire les gens ont demandé des branchements d'eau, pourquoi jusqu'à présent ils ne sont pas servis? Vous avez par exemple des fraudes qui s'organiseraient au niveau de l'état civil. Vous avez un répondant qui est là, qui dit non, les tarifs pour faire les droits d'enregistrement pour telle pièce, c'est ça. Vous n'avez pas le droit d'augmenter. Vous voyez, vous avez un interlocuteur direct. D'où l'intérêt d'avoir des citoyens lambda comme vous et moi, plutôt que des gens déconnectés qui ont été parachutés par des partis politiques. Mais si des partis politiques arrivent à identifier des gens très ancrés dans leur base, dans la communauté, pour les présenter comme candidats, eh bien c'est l'idéal. Merci M. Chéril. Alors M. Agbové, aujourd'hui, le Togo tel qu'il est, eh bien, tel que vous le voyez, est-ce que le Togo est prêt à aller vers cette question de la décentralisation telle que vous l'amorciez il y a de cela plusieurs années? Est-ce que le Togo est prêt aujourd'hui à aller vers la décentralisation telle déjà annoncée? Oui, je crois que nous sommes déjà dans la décentralisation. Nous sommes déjà dans le processus. Les tests sont déjà prêts. Je veux dire qu'on est déjà en voie de décentralisation. Le cadre juridique est là, oui. Maintenant, la réalité, est-ce que... Je vais vous dire ceci. On ne peut jamais acheter un habit et l'apprécier dans le placard. Donc, quand on achète un habit, il faut le porter et puis maintenant, regarder dans le miroir pour voir si c'est bon. Nous avons des tests. Oui, c'est vrai que ces tests, certains estiment qu'ils méritent d'être améliorés. Mais nous sommes conscients qu'on a voté la loi depuis 2007. En 2018, 11 ans après, on l'a modifiée sans avoir l'appliquée. Vous voyez que ce n'est pas une bonne chose. On risque de faire 10 ans encore sans aller à la décentralisation. Et nous l'avons bien dit, l'a dit Cyril,
la décentralisation est prévue par la Constitution votée en 1992. Ça fait 26 ans, on n'a pas encore appliqué cette disposition. Donc l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est qu'on puisse aller et donc on va essayer la première phase de la gouvernance locale durant le premier mandat, 5 ans, et nous tous nous serons là pour apprécier le niveau de défaillance, tout ça, la limite, tout, et on pourra faire des propositions aux décideurs, notamment le gouvernement et le Parlement qui sont chargés de définir le cadre juridique. On va leur faire des propositions en tenant compte des réalités. Sinon, nous risquons de dire que mais les tests ne sont pas bons, on ne va pas aller aux élections locales, on reste, 5 ans vont passer sans avoir l'appliqué. Donc pour nous, ce qui est intéressant, une mauvaise décentralisation vaut mieux que une déconcentration seule. Voilà, vous comprenez un peu? Une mauvaise décentralisation vaut mieux. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à choisir des élus locaux, et ils n'ont qu'à commencer, nous allons les suivre. Et c'est pour cette raison que nous ne devrons pas juste aux côtés des décideurs pour faire en sorte que ce processus puisse avancer, mais nous préparons également la population pour jouer véritablement son rôle si les citoyens comprennent très bien de quoi il s'agit. Je pense que on pourra quand même influencer les actions des élus locaux de manière à ce que les actions, leur intervention, leur mission puissent répondre véritablement aux besoins locaux. Qu'est-ce là? Je voudrais ajouter, je souscris absolument à ce que M. Agbové vient de dire, absolument, à 100%. Je voudrais dire ceci, quand vous prenez un pays qui est célébré de plus en plus par tout le continent, tel que le Rwanda, ils sont allés à la décentralisation en ayant un cadre juridique moins bon que le nôtre. Et ils ont mis en place des collectivités décentralisées, ils ont fait 5 ans et ils ont analysé. Voilà. Au terme de 5 ans, le Rwanda n'était pas figé sur le cadre juridique, mais plutôt sur une volonté politique à l'époque. Exact. Lié à la centralité du citoyen, en disant le citoyen de Dapaon, eh bien, il ne doit pas se déplacer à Lomé pour accéder aux services publics. Il doit pouvoir rester chez lui et accéder à tout ce que le citoyen qui se trouve à Lomé pourrait obtenir. C'était l'idée de départ. Donc, ils y sont allés et au terme des 5 ans, ils ont analysé très objectivement. Et ils ont dit, nous pensons qu'il y a trop de communes. On va regrouper les communes. Nous pensons qu'il y a trop de préfectures. On va en faire moins. Nous pensons qu'il y a trop de régions. Nous pensons qu'il y a certaines zones qui n'ont pas la capacité de générer du développement, qui n'ont pas les ressources. Donc, ils ont fait une analyse pour faire le bilan de cette première étape. Ils l'ont fait après. Donc, deuxième étape, ils ont réduit le nombre des collectivités locales. Et ils se sont concentrés sur quoi? Sur le transfert des compétences. Le transfert des compétences, c'est pas évident. C'est pas évident pour l'État de se dessaisir d'un certain nombre de savoir-faire et de donner la ressource aux collectivités locales. Il faut que l'État, les agents de l'État apprennent à le faire et il faut que les agents des collectivités qui seront mis en place apprennent à recevoir et à l'expérimenter. C'est une autre étape très importante. Comme le dit M. Agbové, il faut qu'on y aille. On ne peut pas apprendre à nager dans un livre. C'est cela. Oui. Je voudrais ajouter quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. La décentralisation va permettre aux structures de l'État, aux structures déconcentrées de l'État d'être plus efficaces que maintenant. Pourquoi? Quand vous allez vers les directions ou bien les services déconcentrés au niveau région, au niveau préfecture, vous allez voir qu'on a on a des cadres là-bas, des vrais techniciens. Mais c'est le fait qu'ils doivent attendre toujours les décisions de Lomé avant d'agir qui fait qu'ils n'arrivent pas à agir efficacement. Maintenant que la décentralisation permettra aux élus locaux de prendre les décisions concernant les actions menées au niveau local, et maintenant c'est à ces élus locaux-là de solliciter l'appui de ces services déconcentrés via le représentant de l'État qui est le préfet. Je vous assure que les services déconcentrés de l'État seront beaucoup plus efficaces, vont travailler plus que ce que nous vivons maintenant. Donc si on va vers la décentralisation, je pense que ce serait une très bonne chose. Mais je voudrais dire quelque chose. Les élus locaux qui seront des conseillers chargés de gérer les affaires au niveau de la commune, c'est vrai que la majorité, ils viendront des partis politiques, mais ils doivent comprendre que nos partis politiques veulent nous soutenir pour aller aux élections locales, mais nous n'allons pas recevoir des ordres de nos leaders politiques avant d'agir. Ça, c'est très important. Et les leaders aussi doivent savoir que nous sommes en train de proposer des candidats à la base pour partir aux élections locales, mais après leur élection, ce n'est pas à nous de leur donner des instructions. Parce qu'au niveau du conseil local, ce ne serait pas un seul parti politique qui va décider. Donc, ils vont travailler en groupe. Et même si on a la majorité, il faut toujours écouter les autres. Il faut répondre aux besoins de la population locale.
Donc nous estimons que le poids de l'électorat qui pèse sur les élus locaux permettra quand même à ces conseillers de bien faire le travail pour qu'au terme de leur mandat, ils soient encore réélus. Absolument. Donc je crois que ce sont des garanties quand même que nous avons. Et surtout avec l'émergence de l'engagement de la société civile, avec les citoyens qui sont engagés maintenant dans ce processus aux côtés des décideurs, des partenaires qui accompagnent le processus, nous verrons en sorte que cette décentralisation que l'État veut faire et dont la finalité est de booster le développement local soit quand même puisse réussir. Parce que si nous contribuons à la réussite de cette décentralisation, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, les citoyens seront bien satisfaits et on va contribuer à la lutte contre la pauvreté, on va contribuer au développement local et on va contribuer au développement du pays. C'est pour cette raison qu'aucun citoyen ne doit rester en marge de ce processus. Et justement, c'est la question fondamentale que je voudrais vous dire. À quel besoin fondamental répond le processus de la décentralisation? À celui du mieux-être du citoyen. Moi, si je devais faire une seule phrase et citer un seul besoin, c'est le mieux-être du citoyen. Pourquoi? Parce que quand je suis dans ma maison ou que je n'ai pas de maison, je m'adresse à qui? Je dois m'adresser à la municipalité. Si je n'ai pas mangé aujourd'hui, je m'adresse à qui? Si vraiment je peux mourir parce que les centres de soins ne s'occupent pas de moi, j'ai qui comme interlocuteur? Donc, améliorer mes conditions de vie au plus près de mon existence, eh bien, c'est l'objectif prioritaire de la décentralisation. Est-ce que cela fait partie aussi des plans premiers des politiques ou alors des décideurs politiques? Ça devrait parce que la jauge d'évaluation que les administrés, la population va utiliser, ce sera au niveau de la décentralisation, ce sera comment vous avez pu améliorer mes conditions de vie. Ce ne sera jamais quel parti a été très bon au sein du conseil municipal. C'est est-ce que le conseil municipal a pu améliorer nos conditions de vie. Et c'est sur cette base-là qu'on va dire, oui, les élus locaux de ce conseil, ils ont été très performants parce que nos enfants, parce que moi, parce que mon travail, parce que ma femme, parce que nos rues, parce que nos emplois, etc. Donc ça va être l'action qu'ils mènent au quotidien pour rendre effectifs les droits humains inscrit dans la réalisation du plan de développement local. Monsieur Cyril, je partage cette question des téléspectateurs avec vous. Vu la configuration actuelle de notre pays, pensez-vous que cet objectif que vise la décentralisation puisse véritablement être atteint? Absolument. Je pense que ça peut être atteint. Monsieur Abové a dit à plusieurs reprises quelque chose. Il dit, contrairement aux élections législatives et présidentielles, les élections décentralisées locales nous concernent plus. C'est vrai. Il a totalement raison. C'est-à-dire que le contrôle de ce qui se passe au niveau de la présidence nous échappe. De même que ce que les députés font au Parlement, ça nous échappe. Parce que nous avons très peu de moyens d'influencer. Par contre, nous avons une grande influence par rapport au choix des élus locaux dans nos communes, parce que nous résidons dans la commune, nous vivons dans la commune, nos enfants vivent, nous faisons tout dans la commune et nous sommes au premier chef concernés par le développement de la commune. Donc si nous nous disons, ah bof, de toutes les façons c'est les partis qui vont faire, non, nous allons perdre quelque chose nous-mêmes. La configuration actuelle du Togo n'est pas pire qu'ailleurs. Il faut aller dans d'autres pays. Nous sommes en avance, même si nous considérons la décentralisation, nous sommes bien en avance sur la Guinée-Conakry. Ils n'arrivent pas. Ils ont fait les élections, mais ils n'arrivent pas à proclamer les résultats. Ça ne bouge pas depuis des années, c'est le statu quo. Vous prenez d'autres pays. C'est vrai, nous sommes en retard par rapport au Ghana, par rapport au Burkina, par rapport au Mali en matière de décentralisation. Mais nos particularismes n'empêchent absolument pas d'atteindre les objectifs qu'on a cités. Est-ce que le Togolais, ou alors les décideurs politiques togolais et les citoyens togolais sont véritablement informés du sens réel même de la notion de la décentralisation, M. Abové? Non, là, il faut être honnête et sincère qu'il y a un déficit d'information. Aujourd'hui, le débat se mène plus au niveau des intellectuels, mais pas aussi au niveau à tous les... c'est pas pour tout le monde. Les tests ne sont pas suffisamment vulgarisés. Parce que vous ne pouvez pas vous prononcer sur la question de décentralisation sans maîtriser le cadre juridique. Donc, vous devez maîtriser la loi, les décrets et tous les arrêtés qui sont pris pour organiser la décentralisation. Donc, avant d'aller aux élections locales, nous avons quand même estimé, nous avons suggéré que le pouvoir central, notamment le gouvernement,
puissent vraiment faire une grande campagne de sensibilisation. C'est vrai que le ministre a lancé une campagne la dernière fois, mais sur le terrain, nous ne voyons rien. Je crois qu'il faut associer la société civile, l'ensemble des ONG, il faut les mobiliser, l'ensemble des médias, il faut les mobiliser, l'ensemble des structures de formation, il faut les mobiliser. Il faut mobiliser les églises, les confessions religieuses. Il faut mobiliser l'ensemble de ces acteurs dans leur grande majorité pour faire une grande sensibilisation, même avant d'aller aux élections locales. Parce que si les gens ne savent pas pour qui ils vont choisir des gens, quelles sont les conditions à remplir par les candidats avant d'être élus, nous n'informons pas suffisamment les citoyens et que nous décidons d'aller aux élections locales, je crois que ce n'est pas une bonne chose. C'est pour cette raison que je profite de cette émission pour lancer un appel, en fait, pour faire une doléance, faire en sorte que le chef de l'État prenne la mesure de la situation. Parce que la décentralisation, la finalité, c'est de booster le développement local. Ça veut dire quoi? Répondre efficacement aux besoins de la population, ce que les ministères n'arrivent pas à faire actuellement. Donc si c'est ça que le chef de l'État, qui est le premier garant, c'est le premier responsable du pays, il a décidé qu'on aille vers la décentralisation, il va falloir qu'il puisse vraiment s'impliquer et que lui-même donne la voix. Moi, je n'aurais pas souhaité qu'on aille aux élections locales en décembre. Moi je pense qu'actuellement, à l'étape actuelle, on n'a pas suffisamment sensibilisé la population. C'est vrai que cette volonté d'aller aux élections locales est à saluer. Et c'est ça que nous soutenons. C'est pour cette raison que nous sommes mobilisés derrière le gouvernement pour que ce processus puisse avancer. Mais à l'étape actuelle, nous estimons que des citoyens ne sont pas encore suffisamment informés. Et même le choix des candidats, même la proposition, les candidats qui iront à ces élections ne sont pas suffisamment préparés. Donc, si nous voulons vraiment réussir la décentralisation, il faut quand même mettre en place un véritable programme, une grande campagne de manière inclusive, impliquant tous les acteurs pour que les gens comprennent mieux la décentralisation, comme vous le faites. Vous êtes à féliciter parce que les médias doivent s'impliquer maintenant dans cette campagne de sensibilisation de manière désintéressée. Vous n'avez pas besoin forcément d'attendre que le gouvernement vienne vous donner d'abord l'argent avant d'organiser ce genre de mission, et c'est ce que vous faites. Nous tenons à vous remercier et nous serons prêts à chaque fois d'intervenir, à chaque fois que vous nous sollicitez pour vraiment pour donner notre point de vue sur la question. Informer les citoyens pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, afin que ce processus puisse réussir. Ce que je voudrais dire aussi aux citoyens, si les gens restent, les gens ne veulent pas s'informer, les gens ne veulent pas se faire former, les gens restent à l'écart, nous allons laisser les politiques conduire le processus comme ils ont l'habitude de faire et nous allons encore échouer. Donc je demande à tous citoyens qui nous écoutent maintenant de s'intéresser à la question de décentralisation. Parce que c'est cette nouvelle forme de gouvernance qui permettra de répondre efficacement à nos besoins. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que je peux ajouter un mot? Je voudrais dire que, en fait, il ne faut pas voir... il y a certaines choses qui paraissent hyper techniques. Parce qu'on utilise des mots auxquels on n'est pas habitué. Décentralisation, ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Il y a une technicité à l'intérieur, etc. Mais quand M. Agbové parle de sensibilisation, il parle de choses très simples. C'est comment rendre digeste des choses techniques. C'est qui gère ce conseil. C'est quoi même ce conseil? Qui le gère? Il doit avoir quel profil? Au sein du conseil, qu'est-ce qu'on fait? S'ils ont mal travaillé, comment on peut les sanctionner? Quelles sont les ressources, les moyens dont ils disposent? Comment ils auront les moyens de leur politique? Comment ils élaborent leur politique? C'est des questions aussi simples que M. Agbové veut disséminer dans toute la population pour que les gens prennent l'ampleur de l'intérêt de l'événement. Justement. Alors, quel est le profil de cette structure décentralisée à qui nous remettons, ou alors la population à la base doit aujourd'hui remettre son sort? Justement, le profil de cette structure. Le profil des gens qui vont l'animer? Naturellement, l'organe. Ah, oui, bon, moi je pense qu'avant toute chose, on a besoin de gens qui ont un intérêt réel pour le développement local. Ensuite, des gens qui ont une capacité d'écoute. Parce qu'un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui peut écouter les gens, qui peut observer, lire qu'il y a tel et tel qui sont dans la détresse. Il faut aussi des gens qui sont capables de développer le potentiel local. Si vous avez des élus locaux qui ont internalisé la pauvreté, ils ne pourront pas développer la zone. Il faut qu'ils voient que même un sol aride est une richesse et qu'ils voient comment ils peuvent développer un sol aride, ne serait-ce que pour louer cet espace, pour en faire un champ où on va installer des plaques solaires pour conserver, stocker de l'énergie solaire. C'est déjà une forme d'utilisation. S'ils ont un lac, s'ils ont un fleuve, s'ils ont une forêt, s'il y a des animaux en divagation, ces élus doivent être capables de dire voilà de la richesse, voilà, on doit pouvoir transformer ces choses. Ce sont des gens qui doivent être ambitieux.
il ne faut pas qu'au terme d'un mandat, la photographie de la collectivité décentralisée, lorsqu'elle est prise au début du mandat et à la fin du mandat, qu'elle soit identique. Il faut qu'il y ait des changements infrastructurels qui s'observent. Donc ces gens-là, voilà à mon avis le profil qu'ils devraient avoir. Et puis ils doivent être des gens qui connaissent leur mandat et qui connaissent le fond de la loi pour respecter les différentes procédures. Alors, M. Chiré, un téléspectateur qui s'inquiète d'ailleurs de ces, comment dirais-je, de l'authenticité de ces structures. Oui. Quoi qu'on dise aujourd'hui, oui. Ces gens qui vont siéger au sein de cet organe ne reflèteront que la volonté de leurs différents partis politiques. Est-ce que nous n'arrivons pas à la même situation que nous vivons encore aujourd'hui? Alors, je ne veux pas faire le dévin, mais je vais rebondir. Je vais faire écho de ce qu'a dit M. Agbové. Il dit, allons-y. Allons-y en l'état et voyons ce que ça donne pour faire des analyses qui nous permettront de prendre des mesures correctives. Deuxième chose, il a dit quelque chose de très important. Il dit que, comme c'est un gouvernement ou une équipe de management de proximité, les administrés ont la capacité d'interférer. Donc, même si les gens qui sont les élus locaux, eh bien, ils ont un style de gouvernance qui est proche de ce que redoute l'intervenant, mais les administrés ont la capacité de dire non, c'est pas ce que nous voulons. Nous, ce que nous voulons, voilà nos priorités. Par quel moyen? Parce que les délibérations au niveau des conseils sont publiques. Les délibérations sont publiques, la population peut y participer, contrairement à un conseil des ministres. Vous voyez? Donc, quand le conseil municipal se réunit, eh bien, c'est en délibération publique. Et lorsqu'ils ont leur procès verbal qui est là, eh bien, il est accessible par tout administré. Donc, il y a tellement d'outils qui permettent de rapprocher les administrés des élus qu'on aurait tort de ne pas y aller ou de trop redouter les mauvaises performances. C'est cela. Monsieur Bové, aujourd'hui, il s'agit pour la population de suivre et de vivre de l'action des structures décentralisées. Au cas de défaillance, comment est-ce que cette population peut véritablement se prononcer? La population, depuis l'élection jusqu'à la mise en œuvre des actions des élus, les tests qui organisent la décentralisation donnent un grand pouvoir aux citoyens. C'est pourquoi je voudrais attirer l'attention de tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Que chacun de nous doit acheter le test de la loi. C'est-à-dire que la loi du 31 janvier, la loi numéro 2018-03 du 31 janvier 2018 portant modification de la loi numéro 2007-011 du 31 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales. Tout le monde n'a qu'à aller à l'Égypte Togo pour acheter cette loi. La loi confère un grand pouvoir aux citoyens. Et même dans la nouvelle loi, il est prévu un bureau du citoyen, c'est-à-dire une institution qui sera mise en place au niveau local pour que les citoyens puissent soumettre leurs doléances aux élus locaux. Comme l'a dit Cyril, même le budget de la municipalité sera affiché. Et toutes les délibérations, toutes les décisions prises par le conseil, tous les citoyens peuvent vous demander une copie. Vous allez à la municipalité, vous payez la photocopie, on vous donne cela. Ça veut dire que nous allons les suivre à tout moment. Et nous devons attirer leur attention à tout moment. Je le dis que je pense que les élus ne pourront pas avoir toutes les compétences pour mieux accomplir leur mission, mais il nous appartient en tant que citoyens de les accompagner. C'est qu'à travers nos propositions, à travers notre participation aux actions, à travers nos contributions financières, ces questions, nous devons revenir là-dessus. Parce que quoi? Si on choisit les élus que nous n'avons pas, nous ne les accompagnons pas, ils ne pourront pas bien accomplir leur mission. Donc, il ne faudrait pas qu'après les élections locales, les gens disent que, bon, on vous a déjà choisi, allez faire le travail, nous on va vous juger. Non, quand nous les choisissons, nous devons être prêts à être à leur côté pour les soutenir dans leur mission. Parce que ce n'est pas avec leurs propres ressources qu'ils vont réaliser les projets de développement. Il va falloir que nous puissions aussi payer les taxes, les impôts locaux, tout ça là, pour les soutenir. Quand il s'agit de participer aux travaux de développement communautaire, nous devons être présents. Ça veut dire qu'ils sont juste des porte-parole que nous choisissons pour vraiment décider à notre place. Mais sans nous, ils ne pourront pas accomplir leur travail. Donc la loi nous confère beaucoup de pouvoir. Si nous ne maîtrisons pas la loi, nous allons croire qu'on est encore dans le même système que le système classique et le système État. Et on ne peut pas intervenir ou bien on ne peut pas s'impliquer dans la gestion des affaires locales. Tout citoyen doit s'impliquer dans la gestion des affaires locales à partir de sa participation aux élections locales. Est-ce qu'on peut ajouter aussi que les frayeurs ou les appréhensions relèvent aussi du fait de
la longue durée de la pratique de la délégation spéciale. Voilà, c'est ça. Oui, Depuis la délégation... 87, on est Exact. toujours Voilà, sous ce régime. c'est ça. Exact. Et donc ce régime a mis en face de nous des gens qui n'étaient pas des élus, qui ne sont pas des élus, des gens qui n'ont pas de compte vraiment à rendre à la population et qui ont été nommés par le pouvoir central. Donc, ce n'est pas la même chose que ce que nous avons connu depuis 87. Ici, il s'agit d'élus qui ont des comptes à rendre à la population. Donc, ça crée une grande différence. Non, ce que le Cyril a dit, il faudra qu'on explique ça aux gens. Parce qu'aujourd'hui, nous estimons, bon, c'est vrai que nous avons des présidents de délégation spéciale qui font office de maire, c'est-à-dire que c'est eux qui travaillent, qui jouent le rôle de maire dans nos communes, mais ils ne rendent pas compte, ils ne sont pas proches de la population, parce qu'ils sont nommés. Alors que dans le cadre de la décentralisation prévoit l'élection des dirigeants de ces communes-là. Donc, les élections locales à venir sont très importantes. Il faudrait que les citoyens prennent la mesure de la situation pour pouvoir participer à ces élections-là. C'est très important. Et nous sommes sûrs que si nous participons à ces élections et que nous nous impliquons vraiment dans le processus, ceux qui seront choisis auront naturellement assuré une bonne gestion de nos collectivités. À qui vont-ils rendre compte, nos élus locaux? Eux, ils n'ont pas de pouvoir, les élus locaux n'auront pas de pouvoir supérieur hiérarchique. Eux, ils vont travailler justement dans le cadre de la loi et ils vont rendre compte à leur population. Il appartient à la population également de les sanctionner. S'ils ont mal fait le travail, à la fin de leur mandat, ils seront remplacés par d'autres concitoyens. C'est ça le pouvoir que les tests nous donnent. Hein, les tests nous donnent le pouvoir de les remplacer. Ce n'est pas comme, bon, c'est vrai, que au Togo, les gens estiment que les élections ne seront pas... C'est ce qui fait peur les gens. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez su que ces élections seront transparentes, crédibles, paisibles? C'est la crainte. Mais si nous levons et nous participons vraiment au processus, je pense que au niveau local, nous pouvons contribuer à l'organisation des élections libres, transparentes et crédibles. Et il ne faut pas perdre de vue que les élus locaux peuvent engager leurs responsabilités pénales. Voilà. D'accord? S'ils commettent des faux en écriture, s'ils font des abus de biens sociaux, s'ils font des délits d'initiés, s'ils font un certain nombre de choses répréhensibles par la loi, ils engagent leurs responsabilités pénales. Le fait qu'ils soient élus ne va pas faire qu'ils ne pourront pas connaître des poursuites judiciaires. Donc c'est aussi une manière de dire que, attention, l'élu, ce n'est pas un super citoyen, c'est un représentant. Il est comme nous et il a intérêt à se tenir à carreau dans le cadre formel de la loi. Alors, M. Abouvé, dites-nous, quelles sont les exigences de la décentralisation? D'abord, il faut un bon cadre juridique et après, il faut des bons représentants locaux et également, il faut des mesures d'accompagnement des actions des collectivités territoriales. Parce que actuellement, nous disons que l'État n'arrive pas, les ministères n'arrivent pas à répondre efficacement aux besoins de la population. Et c'est pour cette raison que l'État dit, OK, on va plutôt décentraliser et on vient en accompagnement. Donc si, après, à travers les tests, cela se fait à partir des tests. Maintenant, si on va aux élections locales et que l'État ne transfère pas suffisamment de ressources à ces élus locaux, ça veut dire que le travail ne pourra pas se faire au niveau local. C'est très important. Donc, la décentralisation financière est un enjeu important. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de dire aux gens, OK, il faut élire vos représentants locaux et après on les laisse là-bas. Il faudrait que l'État leur donne les moyens de leur action. Okay? Également, il faudrait que les citoyens soient prêts à mobiliser les ressources ou bien à participer aux actions de développement local. C'est très important. Et il faudrait que les politiques ne s'ingèrent pas trop dans les leaders au niveau central, ne s'ingèrent pas trop dans la gestion des collectivités territoriales. Parce que nous avons une crise au niveau national. Nos leaders politiques au niveau central n'arrivent pas à s'entendre. S'ils veulent s'ingérer encore dans la gestion des affaires locales, je pense que les élus locaux auront du mal à faire leur travail. Donc c'est vrai que c'est eux qui vont soutenir leurs candidats pour aller à ces élections, mais après l'élection de leurs représentants, il faudrait qu'ils les laissent travailler librement. Vous pensez qu'on peut arriver à cette ingérence? Parce que c'est une question, d'abord c'est une question de bon sens et puis une question de volonté. S'il n'y a pas cette question de volonté, on ne pourra pas réussir la décentralisation. Donc il faut d'abord un changement de mentalité. On peut écrire les choses dans les tests, sur les papiers, mais si nous-mêmes qui écrivons les choses, nous ne sommes pas prêts à changer notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de nous comporter, on risque d'hypothéquer, en fait, de faire jouer la décentralisation. Donc, il faut que nos représentants, en fait, nos leaders au niveau national acceptent que les citoyens s'organisent à la base pour s'occuper de leurs affaires. Je crois que c'est un changement de mentalité. Si on ne change pas de mentalité, cela ne pourra pas se faire. Les ministres qui gèrent les secteurs qui sont confiés aux collectivités territoriales n'acceptent, en fait, ne changent pas de leur façon de donner des ordres maintenant.
parce que leurs structures dépendront d'eux naturellement sur le plan administratif, mais sur le plan opérationnel, leurs démembrements vont travailler plus avec les conseils municipaux. Donc, s'il n'y a pas ce changement d'approche, de mentalité dans les prises de décision, je crois qu'on va rater les choses, il y aura du mélange. Donc, il faudrait que tout le monde comprenne les tests et qu'ensemble, nous puissions vraiment faire en sorte que cette décentralisation puisse permettre de répondre efficacement aux besoins de nos populations. L'ingérence zéro dans l'administration locale, Monsieur Ekwe, vous croyez en cela? Je pense que ça se fait dans plusieurs pays. Pas au Togo encore. Oui, parce qu'on n'a pas, expérimenté cette nouvelle façon d'entrer dans la décentralisation. Encore qu'on a déjà connu la décentralisation, c'est ce que je disais au début. Hein. Le Togo n'est pas vierge d'expérience en matière de décentralisation. Depuis 60, nous avons connu des expériences de décentralisation. Nous voulons améliorer, le gouvernement veut améliorer. Alors, l'ingérence zéro des partis politiques, je crois que dans une large mesure, ça se fait. Je donne un exemple. Supposons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, des partis d'opposition boycottent une session parlementaire. Quel est le lien avec une réunion du conseil municipal où les partis qui ont boycotté sont représentés dans le conseil municipal et disent parce que nos leaders ou nos collègues qui sont à l'Assemblée nationale ont boycotté une réunion, eh bien nous boycottons une réunion, nous aussi nous boycottons à notre niveau une réunion du conseil municipal. Ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Mais ça peut être une évidence aussi. Une évidence, je ne dirais pas, mais c'est-à-dire que l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal n'a aucun lien avec les sujets qui sont traités au niveau de l'Assemblée. Aucun lien. Parce que les points qui vont être à l'ordre du jour au niveau de la réunion du conseil d'administration sont des préoccupations locales. Ce sont des préoccupations liées à comment on améliore les conditions de vie au niveau de la collectivité territoriale. Donc, du coup, boycotter cette réunion, eh bien, c'est se discréditer aux yeux des administrés. Cette contamination serait indue, à mon avis. Donc, si vous prenez différents pays où il existe des antagonismes politiques très forts, très marqués, vous prenez le Bénin. Je donne l'exemple du Bénin, où vous avez des représentants au niveau des conseils municipaux qui viennent de partis d'opposition. Mais ils vivent en très bonne intelligence avec des maires qui sont de la mouvance présidentielle. Et tout se passe vraiment dans la perfection. Et jamais on a entendu dire que des élus locaux ont boycotté une session parce qu'à un niveau supra, il y a des problèmes. Donc cette ingérence au niveau local est une ingérence totalement dysfonctionnelle, malsaine. Et si jamais cela devait se produire, à mon avis, cela va discréditer les élus qui vont intégrer ce jeu au niveau local. Monsieur Abové, qu'est-ce que le citoyen doit savoir aujourd'hui sur son rôle dans la réussite de cette question de décentralisation? Je veux dire à un citoyen qui m'écoute que s'il est déçu de la gestion des affaires du gouvernement, le gouvernement a décidé de lui confier le pouvoir pour qu'il s'occupe de ses propres affaires. C'est ça la décentralisation. Qu'il prenne cette décision-là et essayer de contribuer à sa réussite. Voilà, c'est ça. Nous crions que le gouvernement ne fait pas bien. Et le gouvernement dit d'accord, maintenant on vous responsabilise. Vous-même allez faire, on va vous juste vous suivre, on va vous accompagner. Ça aussi c'est difficile à comprendre. C'est ce que je peux dire à un citoyen. C'est ça. Monsieur Abové, la décentralisation implique aussi des devoirs, surtout vis-à-vis du citoyen. Alors, est-ce que le citoyen togolais aujourd'hui est suffisamment informé sur les devoirs qu'il a accomplis? Parce que tantôt, on parlera d'augmentation de certaines tasses ou alors certaines... Bon, en fait, est-ce que le citoyen togolais est vraiment outillé par rapport à la chose pendant que nous disons que ça va dans l'intérêt supérieur du développement local? Vous posez une belle question. Je réponds à cette question de manière très simple. Vous savez... c'est vrai que la décentralisation aura des contraintes, hein, certainement. Les citoyens, c'est comme l'État vous responsabilise maintenant de faire votre propre développement et vient juste en appui. Donc, les élus locaux que nous aurons choisis ne vont pas utiliser leurs propres ressources pour mener à bien les actions de développement. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les actions du pouvoir central, du gouvernement, souffrent à la base pour deux raisons? La première raison, c'est que quoi? Certaines actions ne prennent pas en compte les besoins spécifiques des populations, à la base. Deuxième chose,
quand les actions du gouvernement arrivent, certains nombre de citoyens estiment que ce sont les actions du pouvoir, du parti au pouvoir. Donc, les citoyens, au lieu de s'impliquer dans la réussite de ces actions-là, se mettent à l'écart. D'autres même font tout pour faire échouer ces actions-là. Finalement, c'est le citoyen qui est perdant. OK. Maintenant, on vous dit, d'accord, quand il y a cette situation-là, vous-même, vous allez faire, peu importe vos sensibilités politiques, vos bords politiques, mettez-vous ensemble, réfléchissez ensemble, décidez de ce que vous voulez faire et nous, on vient en appui. Et si ce que nous vous apportons n'est pas suffisant, vous-même, c'est que mobilisez vos ressources. Et aujourd'hui, ce qui va garantir la participation à la gestion des affaires locales, c'est la transparence dans la gestion des affaires locales. C'est-à-dire que les élus locaux ne doivent pas gérer de manière opaque. Et c'est pour des raisons que le budget doit être affiché, les procédures de passation de marché, la gestion financière, on doit rendre compte régulièrement à la population et lors des séances publiques. Vous comprenez un peu? Si les citoyens arrivent à avoir cette garantie, je vous assure que le Togolais est prêt à apporter sa contribution pour le développement de sa communauté. Absolument. Voilà. Je voudrais vous donner l'exemple. On a fait les académies des femmes leaders politiques récemment avec le PROSEMA, qui était un projet de l'Union européenne pour l'amélioration de la consolidation de la démocratie et du milieu associatif. Et on était à Takpamé quand une délégation de une équipe de la délégation spéciale est arrivée et elle a présenté son budget. D'abord, les participantes qui étaient d'Atakwame ont dit oui, on a entendu parler d'un projet d'assainissement qui devait permettre d'installer des toilettes dans les ménages. Vous n'électrifiez pas les rues, il y a des lampes sur certaines rues, mais vous ne les éclairez, vous ne les allumez jamais. Les participantes ont évoqué de nombreuses plaintes. Et l'équipe a d'abord donné le montant. L'équipe a d'abord donné le montant de du budget, des recettes qui s'évaluaient à 100 et quelques millions. À l'écoute de ce montant, toute la salle s'est calmée. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle d'une collectivité territoriale aussi grande que l'Ogou, 100 et quelques millions, ce n'est rien. Rien, par rapport aux besoins. Oui, voilà. Ce n'est rien. Et quand ils ont expliqué que la ligne budgétaire qui sert à l'éclairage public, eh bien, ils ont donné le montant qu'ils avaient budgétisé et ils ont montré qu'ils ne pouvaient même pas l'allumer chaque soir et qu'ils devaient faire des arbitrages sur les jours où ils devaient... Tout le monde a compris. Donc, M. Agbové dit, la transparence qui caractérise la gestion de l'administration territoriale, de la collectivité territoriale, cette transparence est la condition qui fait que les gens contribuent. Quand les gens savent à quoi est affecté l'argent qu'ils donnent, ils n'ont aucun souci. C'est la même chose dans les églises, c'est la même chose dans les associations, c'est la même chose dans les écoles. C'est l'opacité qui crée les... Bien sûr, les gens ne veulent pas participer, les gens ne nous rendent pas compte, donc pourquoi on va cotiser? C'est tout, sinon quel citoyen ne souhaiterait pas que son milieu se développe? C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est l'opacité. Vous avez une association dans laquelle vous mettez de l'argent, vous faites des cotisations mensuelles et personne ne sait où va, ne serait-ce que 100 francs, eh bien vous ne cotisez plus. Mais si les gens vous rendent compte au centime près, eh bien vous êtes prêt à donner 10 000. Alors, M. Agbové, aujourd'hui, tant les populations, tant les politiques, alors la démarche normale à suivre pour véritablement rendre cette question de la décentralisation une évidence et viable, c'est laquelle? C'est de faire en sorte que les élus locaux, d'abord, laissons le cas juridique, nous on n'a pas le pouvoir sur ça, c'est de faire en sorte que les élus locaux ne soient pas imposés, c'est de faire en sorte que les élections locales ne constituent pas, qu'on n'ait pas de contentieux post-électoraux après les élections locales. Parce que quoi? Si les gens estiment que ceux qui sont choisis sont mal choisis, ils ne vont pas coopérer avec eux. Et donc ceux qui seront choisis vont échouer dans leur mission. Parce que si vous n'êtes pas choisi correctement pour bénéficier du soutien de la population, vous serez élu, mais vous aurez des difficultés pour accomplir votre mission. Donc nous pensons que les élections locales sont importantes et que l'institution chargée d'organiser ces élections doit tout faire pour que les élections locales soient organisées dans les meilleures conditions pour que les élus locaux puissent bénéficier du soutien de la base après. Ça, c'est une condition indispensable. Autre chose également, il faudrait que l'État accepte vraiment de transférer des ressources à ces collectivités-là pour que les élus puissent accomplir leur travail. Autre chose également, il faudrait que les citoyens acceptent
d'apporter leur contribution pour soutenir les actions de ces élus locaux. Et maintenant, que les élus locaux, ceux qui sont choisis, les conseillers, acceptent de conduire une action de gestion transparente. Alors, si nous le faisons comme ça, et de manière inclusive, donc, en le faisant, je pense que nous allons réussir la décentralisation. Que les gens ne soient pas toujours dans cette logique de calcul politicien pour dire, ah, si on ne fait pas ceci là, ceci va nous échapper. Si on ne maîtrise pas la base, on risque de ne pas pouvoir gagner les élections législatives, on risque de ne pas gagner les élections présidentielles. Ces calculs font, et c'est vrai que ces enjeux politiques existent, mais le plus important, c'est de faire en sorte que le processus puisse réussir. Autre chose, si vous imposez des représentants au niveau local qui n'arrivent pas à accomplir correctement leur mission, c'est que votre parti va perdre le pouvoir là-bas. On appelle l'électorat. Parce que dans d'autres pays, des gens ont quitté le poste de maire pour devenir président de la République. Par exemple, en France, plusieurs présidents français ont été maires de leur commune. C'est pour dire que le rôle du maire, c'est très important. Nous voulons rapidement expliquer aux citoyens comment ça va se passer. On n'ira pas aux élections locales pour choisir, pour élire le maire. Non. Nous allons aux élections locales pour choisir les conseillers municipaux. Donc, à l'issue des élections, chaque parti aura peut-être un nombre de conseillers. Ou bien les candidats indépendants aussi seront présents. C'est l'ensemble de ces élus vont former le conseil municipal. Donc, c'est après leur élection, le préfet va convoquer la première réunion. Donc, c'est au cours de la première réunion que les élus vont voter pour choisir le maire. Donc, le maire aussi sera un élu. Donc, ce sont ses pairs qui vont le choisir. Et là, oui, un élu de ses pairs. Et ça aussi, c'est un enjeu. Nous avons vu dans d'autres pays où le maire a été choisi dans la majorité. C'est-à-dire qu'on a fait les élections, le parti qui a eu la majorité au niveau local a été choisi comme maire. Mais la personne qu'on a choisie dans le parti comme maire n'a pas reçu le soutien de la population et les gens sont partis brûler sa maison. Ça veut dire que, par exemple, je prends un parti A qui a plus de conseillers au niveau local. Et ce parti, le leader au niveau national, cherche à imposer un élu parmi ces gens-là. Alors que la population estime que peut-être sur les 6 que nous avons votés, qui font partie de notre bord, ce n'est pas le candidat là puisque c'est une élection de liste. Oui. Donc, parmi les candidats de votre parti, des gens ont voté plus pour votre parti à cause peut-être d'un individu, d'un leader qui est sur la liste. Et donc, si vous imposez un autre candidat à sa place pour être maire, alors ça peut créer même des incidents dans votre propre parti. C'est pour dire que le processus même est très délicat. Il faudrait que les gens arrivent à prendre des décisions de manière objective, faire en sorte que la décentralisation puisse profiter à la population. Si nous n'agissons pas dans ce sens, nous allons rater la décentralisation. Monsieur Chéri, la question de la centralité dans ce processus, la centralité du citoyen dans ce processus de décentralisation, est-ce une chose à apprendre aujourd'hui ou une chose à envisager après? C'est une question complexe. Je dirais que c'est d'abord une décision politique. C'est-à-dire que la centralité du citoyen est un concept rwandais qui a connu l'adhésion nationale et qui s'est répercuté dans la Constitution et dans les lois et dans les institutions. Donc, disons qu'au plus haut niveau, au Rwanda, le concept de la centralité du citoyen est permanent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut, on peut apprendre? On peut apprendre quelque chose de très simple. C'est que le premier acteur et le premier bénéficiaire de la décentralisation devrait être le citoyen. Si nous mettons en œuvre la décentralisation dans cette optique, en disant quelles sont les choses que nous devons faire pour que le citoyen tire le plus grand profit de la décentralisation à toutes ces étapes, eh bien, on prendra des décisions justes. M. Agové a parlé tout à l'heure de la légitimité. Ce ne sera pas parce que le parti a plusieurs conseillers municipaux dans le conseil qu'il faut imposer une personne impopulaire parce qu'on a des calculs politiques. C'est contre-productif à mon avis, tel qu'il l'a dit, c'est contre-productif. Il faut plutôt dire, est-ce que le choix de cette personne, bien que nous ayons la majorité au sein du conseil, obtient l'assentiment de l'électorat et va nous permettre de mettre en œuvre le plan de développement avec un taux de réalisation très élevé. Si oui, c'est parce qu'on a pensé à la centralité du citoyen. C'est parce qu'on s'est dit, le citoyen va tirer plus de bénéfices si nous prenons le petit chauffeur de camion plutôt que le grand commerçant impopulaire. Prenons-le comme maire
tout le monde l'aime dans la zone. Prenons-le. C'est la centralité du citoyen. Et donc, si tout est fait comme ça, avec dans cette ornière, eh bien, vous allez voir que les choses vont vraiment fonctionner. Donc, dire que l'acteur principal, c'est le citoyen, et le bénéficiaire ultime principal, c'est le citoyen. Monsieur Cyril, nous aurons le temps de revenir sur plusieurs thématiques liées à la question de décentralisation. De toutes les façons, votre mot pour la fin, pour clôturer la séance d'aujourd'hui. Le temps nous permettra quand même de revenir là-dessus. D'accord, moi j'ai tellement apprécié la phrase de M. Agbové qui dit les gens sont tellement déçus, sont tellement fâchés contre la gouvernance qu'ils disent moi ça ne me concerne plus. Et puis l'État décide de dire, l'État dit, eh bien venez prendre. Venez gérer vous-même. Alors, c'est l'occasion ultime pour vous d'être soit candidat, soit un électeur, soit un acteur prioritaire dans la gouvernance sur la question de la décentralisation. Donc, vous avez tellement de scénarios, vous avez tellement de rôles. Chaque citoyen lambda a tellement de rôles à jouer que ce serait un gâchis de galvauder ces opportunités. Donc, reconcentrons-nous. Changeons de posture et disons, ça nous concerne vraiment, impliquons-nous. Merci. Merci, M. Cyril. M. Agbové, votre mot pour la fin. D'abord, je remercie la RTDS d'avoir initié cette émission et j'invite vraiment nos téléspectateurs qui nous ont écoutés à s'impliquer dans le projet de décentralisation. Ils n'ont qu'à aller aux infos. Les tests existent, il faut aller les chercher. Et donc, ceux qui nous ont écoutés, qui voudraient bien nous inviter aussi également pour venir leur parler. Nous, on s'est engagé. Mon organisation, l'ONGJD, a déjà lancé une campagne nationale de sensibilisation. C'est la question depuis juin passé. Donc, nous sommes toujours en activité. Nous sommes prêts à répondre. Vous nous invitez dans votre village, dans vos organisations, pour qu'on vienne vous parler de la décentralisation, notre engagement. Donc, vraiment, nous encourageons les citoyens à s'organiser pour s'informer, pour qu'ensemble nous puissions relever les vrais défis de développement local. Monsieur Agbové, expert en décentralisation, merci d'avoir été des nôtres à cette émission. Merci, Monsieur Cyril Ekoé Komlan, vous êtes juriste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Seonou. Merci à la RTDS. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Eh bien, nous aurons le temps de revenir sur plusieurs compartiments de cette question de décentralisation. Il y a lieu de comprendre les moyens de financement, les ressources, comment obtenir les ressources pour véritablement faire piloter les projets décentralisés. Nous aurons le temps de revenir là-dessus. Restez des nôtres sur la radio-télévision d'État Santé. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.